Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, le débat a déjà commencé sur Sud Radio. Beaucoup d'actualités ce matin, beaucoup de coups de cœur, de coups de gueule avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez publié La France en dessus-dessous aux éditions Erol et ça continue. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire. Bonjour à vous. Bonjour. Et Sami Sfaxi. Bonjour. Merci à vous d'être là, journaliste politique. Alors beaucoup d'actualités avec la réforme des retraites vers un passage en force. Adrien Quatennens et puis Julien Bayou. Nombreux sont pris dans des affaires de violence conjugale, d'agression. On va en parler. Il y a à la fois le volet judiciaire, mais aussi le volet politique qui nous intéresse. Vos coups de cœur, vos coups de gueule qui vont agrémenter cette émission. On peut peut-être commencer avec Michel Taube. C'est avec vous qu'on commence. Alors c'est avec moi qu'on commence. Alors je vais essayer de tenir parce que j'ai un problème de voix. Je vous prie m'en excuser auprès des auditeurs de Sud Radio. Non, alors c'est deux faits d'actualité que j'aimerais rapprocher. L'un qui concerne l'hiver qui arrive et l'autre qui nous concerne dans 30 ans. Dans 20 ans, dans 30 ans. Alors d'abord pour l'hiver, c'est le président de l'université de Strasbourg qui, du haut de son poste presque inamovible, donne un peu des leçons de morale aux jeunes en leur disant il va fermer pendant 2 semaines l'université de Strasbourg pour faire des économies d'énergie. Et en fait, ce que j'ai trouvé amusant, entre guillemets, c'est l'argumentation qu'il a employée. Il a dit « nous les vieux, vous les jeunes, vous nous donnez des leçons de morale à nous les vieux en nous reprochant de vous laisser une planète sans dessus-dessous. Et maintenant vous allez en vivre les conséquences concrètes parce qu'on n'a effectivement plus les moyens de suivre et on est obligé de fermer 15 jours l'université pour pouvoir payer les factures à la fin de l'année, les factures d'énergie. Donc ça c'est le point. Et puis ça c'est le court terme, donc ça suscite déjà beaucoup de réactions bien sûr. Mais il y a encore plus saisissant, c'est Auguste de Romanet, le président de l'aéroport de Paris. Augustin de Romanet. Oui. Augustin de Romanet. Qui, en tant que, bien qu'il soit président de l'aéroport de Paris, donc, dont en fait le business dépend de la circulation des avions, des décollages et des atterrissages des avions dans les aéroports de Paris, qui appelle ses concitoyens, qui nous appelle à ne pas trop utiliser l'avion pendant les 20 à 30 années à venir. C'est pas pendant les semaines ou les mois à venir pour finir de boucler le budget énergétique de l'État, c'est qu'il nous dit pendant 20 à 30 ans, il nous incite à ne plus trop prendre l'avion. Pourquoi ? Parce que il faudra, dit-il, 20 à 30 ans pour trouver des moyens de fabriquer des avions économes en gaspillage d'énergie. Donc c'était pour vous dire un peu mon scepticisme, parce que finalement, quand vous rapprochez la décision de l'université qui fait passer la facture d'énergie avant la qualité de l'enseignement supérieur, et le représentant de l'aviation vous dire qu'il ne faut pas prendre l'avion, on se demande dans quel monde on entre aujourd'hui. Ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions ce matin. Peut-être un mot quand même sur... Alors tout le monde en a peut-être un peu marre de la reine d'Angleterre, mais tout de même pour ceux qui ont regardé ces obsèques hier, c'était un exemple, c'était éblouissant. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que cet enterrement était une forme de liturgie. N'oublions pas que la reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane, alors donc peut-être que ça a joué. Moi je trouve que nous avons eu un exemple mondial et on avait la discipline, le respect, la minute de silence sur des millions de gens. Le monde entier... 2 minutes de silence. Pardon ? 2 minutes de silence. 2 minutes de silence. 2 minutes, c'est long 2 minutes. Pour moi. J'ai trouvé ça tellement exemplaire. La liturgie, c'était une liturgie. La façon dont tout était organisé à la minute près, il n'y a pas eu un dérapage d'une minute de qui que ce soit, il n'y a pas eu une pancarte, il n'y a pas eu un gréviste, il n'y a pas eu... Et je suis estomaquée. Alors bon, on peut en avoir assez effectivement de ça. Moi, j'ai trouvé qu'on avait une république en désordre et que là, on avait l'exemple d'une monarchie en ordre, d'un pays en ordre.
Et voilà, oublions la royauté, etc. Prenons exemple sur la façon dont tout le monde s'est comporté. Et même, parce qu'on peut dire la famille royale, il y a eu des dérapages, les enfants ceci, etc. Évidemment. Mais on a eu un peuple qui était admiratif d'une femme qui est restée 70 ans à la tête de son pays. Il y avait des endroits, Liverpool et autres, où ils n'ont pas vraiment adhéré. Hong Kong qui rendait hommage. Moi, j'ai été estomaqué. Je sais pas, Samy, vous avez regardé ? Oui, alors j'ai regardé. Moi, alors si j'ai pu trouver les 11 jours de deuil peut-être un peu longs, j'ai trouvé la journée d'hier absolument splendide. Ouais, c'était magnifique. On se croyait on aurait cru être Downton Abbey. Voilà, c'est ça, absolument, dans un film. Il y avait des références absolument fantastiques. Donc c'était hier, pour le coup, c'était une journée splendide. Après, les 11 jours étaient un peu longs, mais si ça permet aux Anglais de ressouder un petit peu leur unité, parce que nous on fait face en France à des difficultés, en Angleterre c'est bien pire, hein. Alors si ça a pu leur faire oublier pendant quelques jours les contraintes énergétiques, les contraintes de pouvoir d'achat qui vont avoir puissance 10 par rapport aux nôtres, dans ce cas-là c'était intéressant. Mais c'est vrai que 11 jours c'est un peu long. Maintenant, voilà, on ne revivra pas des funérailles comme ça. Alors, vous avez regardé ? Non, vous étiez très loin de tout ça. J'ai regardé des extraits hier soir parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire hier. Mais non plus, moi, ce qui m'est apparu dans les quelques images que j'ai vues, c'est que quel que soit finalement le régime politique, le peuple britannique est fier de son histoire. Et c'est ce qui peut-être marque la différence avec la France, c'est-à-dire que nous sommes toujours en phase de remise en question, à renier notre passé. Et au contraire, malgré le faste, les Britanniques sont fiers de leur histoire, de leur monarchie, des personnes qui se sont données pour leur peuple. Et ça, c'est ce que je crois, nous devons en tirer comme leçon. Et savoir tirer les bénéfices de ce que la France a fait par le passé pour nous conduire vers l'avenir. Et c'est vrai que quand on regarde les enfants de la famille royale, ils savent vers quoi leur avenir est tourné pour leur peuple. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne donne pas beaucoup de perspectives à nos enfants français. Et donc, c'est peut-être l'enseignement que l'on devrait tirer de cette longue journée hier. Michel, vous voulez peut-être revenir, vous, sur le Basketgate ? Voilà, il y a eu un petit bémol quand même, c'est que la veille, Emmanuel Macron s'était présenté aux abords de Westminster avec des lunettes de soleil et des baskets de marque. Alors, serre de marque, oui, vous avez repéré la marque. Très chère. Elle coûte cher. Voilà. C'est quoi comme marque ? Watson, je crois. Watson. Et du coup, ça n'a pas plu à nos amis. Macron aussi, d'ailleurs. Ça n'a pas plu à nos amis anglais qui ont trouvé ça indécent qu'ils s'habillent de cette façon. Alors, ils se sont changés pour aller rendre hommage à la reine. Mais ils savaient bien qu'il y aurait les caméras du monde entier qui le verraient arriver. Et ça détonnait. Il était assez détendu, et c'est ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il n'a même pas pris. Parce que la monarchie, la famille royale avait demandé à ce que les chefs d'État prennent notamment des vols commerciaux. Et il n'a pas pris de vol commercial. Donc, c'est assez paradoxal. Pourquoi est-ce qu'ils sont présentés comme ça ? Moi, je connais Brigitte Macron est une femme qui est habillée par Louis Vuitton, qui fait extrêmement attention, qui est très élégante. Le monde entier admire plutôt Brigitte Macron. Qu'est-ce qui leur a pris d'arriver avec des lunettes noires ? On a l'impression que c'est l'enterrement de Johnny Hallyday, en rockstar. L'amour du buzz. Faute de goût. Faute de goût, quoi. C'est leur tenue du dimanche du Touquet. C'est tout. Voilà. Et, mais c'était. Oui, mais il y a un service du protocole. Ah bah oui, mais là il n'y avait pas de protocole parce que c'était. Quand on est chez soi, on s'habille d'une certaine manière. Quand on est en représentation d'une autre, c'est une base de bonne éducation. Et je pense qu'ils étaient dans cette logique du week-end. Oui, mais enfin, on va à un enterrement, on n'est pas en week-end. L'enterrement de la reine d'Angleterre. Après 6 ans de présidence, 50 présidences. Après, je voudrais quand même dire aussi que ce récit romanesque d'une royauté resplendissante. Bon, il y a deux choses. Par exemple, sur un argument, ils ont beaucoup, pendant les 11 jours de retransmission, dit que la reine Elisabeth II était très attachée à l'Écosse. Et donc, par exemple, hier, dans la cérémonie, ça a commencé par la musique écossaise, etc. Mais la réalité, c'est que s'ils ont mis tant le paquet sur l'Écosse, c'est parce qu'il y a une menace d'indépendance de l'Écosse qui ferait exploser et ça n'a pas été dit par les commentateurs, qui étaient trop
concentré sur l'aspect purement rituel. Et tant mieux. Voilà. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que plusieurs chaînes ont publié leurs résultats d'audience pendant ces 11 jours. Par exemple, la RTBF et toute la chaîne le réseau des chaînes de télévision publiques belges, également France 24. Et en fait, ils ont eu des baisses d'audience pendant ces 11 jours. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'ont pas vraiment suivi. En France, ça a plutôt très bien fonctionné. Allez, pas partout, 9h15, bientôt, on marque une petite pause et on revient. On va revenir sur l'actualité de ce qui se passe à la LFI et puis à la NUPES en général et puis sur également la réforme des retraites. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous continuons de débattre avec Samy Sfaxi, Sophie de Menton, Michel Taube et Anne-Laure Blin. Anne-Laure Blin, vous vouliez revenir, alors on l'a évoqué hier sur l'affaire Quatennens. Il y a une affaire judiciaire puisque le procureur s'est saisi de la main courante déposée par Céline Quatennens et une affaire politique évidemment. Hier, Sandrine Rousseau sur France 5 a évoqué le cas de Julien Bayou également, dont la compagne a fait une tentative de suicide et qui s'était plainte de violence et de harcèlement. Alors ce qui m'étonne, je ne connais pas toute l'histoire, mais elle dit il y a une enquête interne. Je ne sais pas si on a le son de Sandrine Rousseau. On va écouter ce qu'elle dit. Ça permet. Alors on n'a pas. Il y a une enquête interne qui est développée. Anne-Laure Blin, votre coup de gueule, il concerne quoi exactement dans cette affaire? Toute cette affaire autour effectivement du cas Quatennens, pas tellement sur l'enquête qu'il y aura ou les faits qui se sont déroulés au sein du couple, mais plutôt l'attitude de toute cette gauche bien pensante en vérité, parce qu'ils sont toujours prompts à gauche à donner les bons et les mauvais points. Et lorsqu'il se passe chez eux des choses qui ne sont quand même pas très reluisantes, oui. Et bien là, on n'a plus personne. On a même un chef de parti qui salue et qui le courage de l'homme qui serait auteur d'actes délictueux. Donc là, c'est à ne plus rien comprendre. Le courage d'avoir avoué en quelque sorte. Très bien, il avoue. Mais sauf que on se retrouve face à cette gauche qui se drape de vertu, qui nous fait des leçons de morale chaque jour parce que chez eux, ils sont plus blancs que blancs et tous les autres, notamment leurs opposants politiques, sont de vrais diables sur pattes. Sauf qu'ils feraient bien peut-être regarder un petit peu plus la poutre qu'ils ont dans l'œil plutôt que la paille chez les autres. C'est simplement cette attitude, ce deux poids de mesure. On avait au moment de l'élection d'Éric Coquerel ce débat avec le cas Damien Abad et on entendait l'extrême gauche défendre Éric Coquerel et fustiger Damien Abad. Je suis désolée, à un moment donné il faut une ligne. Si certains sont coupables, ils doivent se mettre en retrait s'ils ont des responsabilités publiques. S'ils ne sont pas coupables ou s'ils sont encore présumés innocents, ils doivent pouvoir poursuivre. Mais il n'y a pas deux poids deux mesures. Et aujourd'hui on entend, ou hier plus exactement, Sandrine Rousseau, qui nous fait en permanence des leçons de morale, notamment sur les violences conjugales, bien sûr, mais sur la question du réchauffement climatique. Là encore, elle distribue les bons et les mauvais points, mais c'est quand même eux, au sein de la NUPES, qui ont conduit, donc je disais, à l'élection d'Éric Coquerel à la Commission des Finances, à Julien Bayou à l'Assemblée nationale à la tête d'un groupe. Donc à un moment donné, il faut juste rester un petit peu plus humble et modeste. Il peut y avoir des comportements déviants chez tout un chacun. Simplement, il faut rester un petit peu plus raisonnable et mesuré dans ses propos et arrêter d'expliquer que chez soi, on est plus blanc que blanc et chez les autres, c'est bien pire. Oui, alors les femmes de LFI se sont désolidarisées du tweet de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais là, c'est pareil. Après, vous rentrez dans une dynamique ultra féministe. Donc, c'est le relais politique. Ils ont réagi. Vous ne pouvez pas là leur reprocher de ne pas avoir réagi. Mais, ce n'est pas le groupe, c'est pas la NUPES. C'est pas LFI, c'est pas la composante Europe Écologie Les Verts, c'est des féministes bien à part. Là, il y a vraiment il y a une question de génération, beaucoup. Mélenchon, c'est notre génération. Pas bien à part, parce que je pense que comment dire, Mélenchon est en train d'accoucher d'une génération
qui lui échappe complètement et qui est en train de prendre le pouvoir à ses dépens, et ça va être très très dur pour lui parce qu'effectivement sa réaction est bien symptomatique d'un homme d'une autre génération, un petit peu dépassé. Et moi je pense qu'effectivement l'avenir pour ces insoumis et cette gauche woke et islamo-gauchiste, pour aller vite, et on pourrait rajouter d'autres qualificatifs, très pastèque, très rouge, elle est pour des Sandrine Rousseau plus que pour des hommes comme Coquerel et autres. Véritablement, c'est-à-dire structurellement, par l'idéologie ultra-féministe, transgenre et autres, c'est eux qui sont en train de prendre le pouvoir. Et en fait, ces affaires de mœurs sont en train de faire exploser. Je le pense vraiment, je pense qu'on en est qu'au début, sont sur le point de faire exploser la NUPES et les insoumis comme les Verts de façon très très très, très forte. Ouais. Je pense que Sandrine Rousseau il faut pas oublier aussi, parce que c'est très grave l'attaque de Sandrine Rousseau. Là aussi, on en est qu'au début. Il y a des élections qui arrivent chez les Verts. L'enjeu, c'est aussi la direction du parti écologiste. Et si vous voulez, il y a une lutte fratricide pour le pouvoir, dont ces affaires de mœurs sont aussi largement le prétexte pour régler des comptes. Moi, j'étais agacé par deux choses. D'abord, la première des choses, c'est l'extrême relativisme auquel on a assisté de certains responsables politiques par rapport à se communiquer d'une très grande violence, moi je trouve, d'Adrien Quatennens, qui met noir sur blanc finalement un cas de violence conjugale. Alors, ok, on peut considérer qu'une gifle, c'est une gifle, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui était acceptable, en tout cas dans les années dans notre époque qui était précédente. Mais aujourd'hui, je suis désolé, si on commence dans des discours politiques à banaliser ce genre d'attitude, en fait, ça c'est pas possible, ça va pas marcher. Quand on commence à dire, quand on commence à expliquer que Adrien Quatennens finalement apparaît comme un espèce d'héros des temps modernes qui, par son honnêteté, grandit de ses déclarations et de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit et de ce qu'il a écrit, moi ça me pose un problème. Et il y a une deuxième chose qui me pose un problème, c'est, si vous voulez, la récupération politique qui est faite par toute une classe politique, notamment à droite, à gauche, il faut un peu balayer devant sa porte avant d'ouvrir la bouche. C'est la réalité. Oui, mais on peut pas faire d'un cas de violence conjugale, en fait, quelque chose de politique. Il faut sortir les conséquences de toutes les leçons de morale qu'ils font sans cesse. Ça arrive à l'extrême droite, ça arrive à l'extrême gauche, ça arrive à l'extrême centre. C'est ce que j'ai dit. Sauf qu'eux s'en sont servis. Sauf qu'eux ont utilisé cet argument. Là, je suis d'accord. Mais il faut pas tomber dans ce piège-là, en fait, dans cet écueil-là de dire, finalement, à gauche, comme certains responsables politiques condamnaient les violences conjugales dans leur programme politique, ou en tout cas mettaient en avant ce féminisme un peu des temps modernes, et bien sûr qu'à gauche aussi il y a des cas de violences conjugales et il y en aura. Parce que la gauche en a fait un argument. Alors Sophie. Ce qui est très grave d'abord, c'est qu'on finit par regarder la vie privée des gens en permanence. Il en a fait un communiqué de presse. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, même, c'est en permanence la vie privée des gens qui est exhibée en politique. On va tout chercher. Il y a une espèce de haro qui fait que les Français en ont ras-le-bol. Je pense que ceux qui nous écoutent, ils se disent, mais tous dans le même panier, mais ils nous cassent les pieds. C'est insupportable. Il n'y a pas de jour sans scandale. On les met tous au même niveau. C'est pour ça que je pensais à l'Angleterre. Ça faisait du bien. Leur vie ne leur appartient pas non plus. Je pense qu'en termes de scandale de vie privée, oui, mais je dis que là, tout d'un coup, on a eu une parenthèse. On a eu une parenthèse par rapport à une espèce de vie politique. Ça finit par être des égouts. Donc il a giflé sa femme, elle a porté plainte, elle est revenue en arrière, maintenant c'est pas non plus un monstre, je pense. Personne ne le sait. Vous n'en savez rien. Sa femme a dit on veut régler ça entre nous, fichez-nous la paix. Elle a quand même fait un communiqué. Donc, on veut régler ça entre nous, ça veut pas dire qu'il s'est rien passé. Régler ça. Ça veut pas dire qu'il s'est rien passé. Quand vous allez poser une main, Sophie, quand vous allez mettre une main courante, c'est pas qu'il s'est rien passé. Mais bien sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose que vous avez besoin. Ils allaient divorcer, c'est le moment où elle lui a annoncé, c'est le moment où il y a une colère terrible dans les couples, où il y a une violence. Vous avez l'air de les connaître très bien, parce que sincèrement, on connaît pas, on n'a pas autant de détails, on ne sait pas du tout. Mais c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il y avait un moment de colère et qu'elle lui avait annoncé. Moi, j'ai lu, voilà. Donc, alors maintenant, est-ce que vraiment
fondamental. Je comprends. Sophie, mais politiquement, vous ne pouvez pas d'un côté dénoncer le fait qu'il n'y ait pas d'enquête. Les donneurs de leçons, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est exact. C'est pour ça moi que je voulais en reparler parce que non, c'est vrai. Vous êtes chef d'entreprise, moi je suis politique. Moi j'en ai assez. Effectivement, vous avez raison, les Français en ont assez. J'en ai assez qu'on soit tous mis dans le même panier. J'en ai assez d'avoir des gens qui viennent distribuer des bons et des mauvais points, qui viennent nous expliquer ce que l'on doit dire, ce que l'on ne doit pas dire. À un moment donné, si on veut réconcilier les Français avec la politique, il faut que les politiques soient aussi exemplaires. Exactement. Donc à un moment donné, on arrête de donner des leçons aux autres, alors même qu'on se comporte bien pire. À ce moment-là, si vous prenez c'est ça qui est désagréable et qui est insupportable pour les Français, mais aussi pour les responsables politiques et la députée que je suis. Voilà, j'ai pas de leçon de morale à recevoir de la gauche, de l'extrême gauche ou de quiconque qui a des agissements. Mais je n'ai pas à en donner. Et c'est ce que j'ai dit au départ. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière la porte de leur maison, mais je tire simplement les conséquences aujourd'hui d'une gauche et d'une extrême gauche qui est bien pensante et qui est insupportable. Voilà ce que sa femme n'a pas voulu aller plus loin. Alors si j'ai bien compris, le tribunal s'en est saisi, mais elle ne voulait pas. Elle voulait que ça s'arrête là. Oui, mais enfin, quand vous allez déposer une main courante, vous faites un acte qui est elle a dit, je ne veux pas que ça aille plus loin, laissez-nous régler ça. Non, elle a dit, je ne veux pas que ce soit médiatisé. Il y a autre chose que je dois dire sur Sandrine Rousseau, parce que quand même... Ça, c'est un cauchemar absolu. Je veux dire, dans ce qu'elle a dit hier sur France 5, c'est quand même extrêmement grave. Alors, Michel, si vous voulez, on va marquer une pause et on va l'écouter tout de suite après. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec vous jusqu'à 10h. Nous parlons de l'affaire Adrien Quatennens. Et hier, Sandrine Rousseau, qui était l'invitée de C'est à vous, s'exprimait sur une autre affaire qui concerne cette fois-ci Julien Bayou. Écoutez ce qu'elle disait hier. Je l'ai reçu chez moi, une ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui sont de nature à briser la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état très déprimé, voire très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Et donc, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Alors, des questions qui vont venir sur la table. Moi, je trouve, moi, je suis très gêné lorsqu'un politique se transforme en procureur. Et je veux dire, j'espère qu'elle a demandé l'autorisation à cette victime de s'exprimer, de s'exprimer publiquement. Enfin, je sais pas, dans ce cas, qu'elle lui dise tu vas porter plainte et la justice va faire son job. Mais c'est pas un politique de se transformer en juge d'instruction ou en procureur sur la place publique. En plus, elle colporte. On dit que Julien Bayou se serait comporté de la même manière avec plein d'autres femmes et elle relaie cette rumeur qui est peut-être basée sur des faits. C'est possible, mais ça crée un climat sur Damien Abad. C'était, je trouvais, une des choses les plus scandaleuses, c'est qu'on disait, tout le monde savait qu'il était... tout le monde savait. Mais qu'est-ce que vous trouvez de scandaleux là-dedans ? Non, ce que je trouve scandaleux, c'est quand un politique se transforme en juge d'instruction sur la place publique. Dans ce cas-là, qu'il y ait des plaintes. Moi, j'ai toujours dit aux femmes, lorsque vous êtes victime de... Vous portez les plaintes ne peuvent pas toujours porter plainte. 1% des plaintes pour viol sont contre. Oui, mais ça change, aboutent à une condamnation. Oui, donc, vous avez raison, mais en même temps, ça ne change pas. Vous allez devant un juge d'instruction, allez faire un procès pour viol, vous allez voir ce qui se passe. Pourquoi vous étiez habillé comme ça ? Pourquoi vous y êtes allé ? Pourquoi vous avez fait ci ? Pourquoi vous avez fait ça ? C'est votre vie qui est déballée. Non, mais les hommes sont forcément coupables. Donc, voilà, avec le cas Quatennens, quand vous déposez une main courante, en plus, une petite parenthèse, on en parlait à l'instant, l'extrême aussi violence de ce communiqué dans laquelle Adrien Quatennens révèle aussi quand même, si vous voulez, l'humiliation qu'a pu subir sa compagne. Non mais je rêve. Il se dénonce, il dit oui c'est vrai, et il est insulté en disant qu'on humilie sa compagne. Il aurait dit c'est pas vrai, il mentait. On trouvait ça bien. Non mais que ce soit Sandrine Rousseau, qui révèle l'existence de ces échanges. J'espère d'ailleurs que la personne concernée a validé le fait que Sandrine Rousseau, sur un plateau à une heure de grande écoute, soit considérée en tout cas comme une victime. Mais à un moment donné, de toute façon, le temps médiatique, c'est pas le temps judiciaire. Donc on sera confronté. De toute façon, à tout ça. Là où c'est très dangereux, c'est qu'à un moment donné, et Sandrine Rousseau en est la parfaite illustration, c'est que les féministes aussi instrumentalisent ce sujet. Et donc, ce qui est aussi problématique, et ils l'ont évoqué déjà dans le cas Éric Coquerel,
ils ont des instances internes pour régler les problèmes. Donc, soit on prend à bras-le-corps le sujet des violences conjugales, et dans ce cas, effectivement, on les traduit devant la justice, mais on ne s'occupe pas en interne d'histoires aussi graves. Depuis que le monde est monde, on a essayé que le scandale soit étouffé. En fait. Et c'est là où ça devient un objet politique et un objet d'attaque politique. Vous avez raison, et c'est là où ça devient très grave, notamment des féministes. On a toujours essayé d'étouffer les scandales. Non, Valérie, vous avez tout à fait raison. C'est évidemment, c'est difficile de porter plainte dans le contexte actuel parce que ce que l'on voit, enfin les dysfonctionnements qu'on voit dans la vie politique, on les retrouve dans la justice. C'est-à-dire que c'est la société française, qui est malade. Elle est députée, Madame Rousseau. C'est la société française qu'elle agisse. C'est la société française qui est malade. C'est la société française qui est malade de ne pas savoir traiter ces très graves violences. En Espagne, depuis 15 ans, ils ont fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que le nombre de femmes qui portent plainte est beaucoup plus élevé parce qu'elles savent qu'elles vont être écoutées et qu'elles vont pas être soupçonnées d'être des aguicheuses qui ont essayé de je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, effectivement, il y a un problème dans notre société. Mais c'est pas une raison, Michel, quand même, pour que une députée joue le rôle d'un juge. Allez, rapidement, Sophie, très rapidement, on parlait de justice, mais je tiens à le dire parce que nous avons dans ce siècle une erreur judiciaire qui est l'affaire Omar Haddad. Alors, une erreur judiciaire. Carrément de sujet. Non, c'est la justice, le dysfonctionnement de la justice. Car on sait très bien, ça fait 30 ans, il a été gracié, mais on n'a pas revu ce procès, dont on sait que c'est un procès qui n'a été truqué, avec une mauvaise enquête, avec des erreurs et des fautes gravissimes qui sont reconnues, avec de nouveaux éléments. Il n'y a pas un indice sur Omar Haddad, il n'y a pas une trace d'Omar Haddad dans la pièce où Ghislaine Marshall a été assassinée. Tout est aberrant, je ne vais pas raconter les exemples, mais le 15 septembre, les magistrats, la justice devait dire si on révisait le procès ou non. Ils n'avaient pas eu le temps de travailler, entre guillemets. Donc ils ont dit, non, on repousse d'1 mois. C'est-à-dire que ça fait 30 ans. Et en fait, ils veulent éviter de revoir un procès. Et je pense que nous ne pouvons pas, et si jamais ils se débrouillent pour fuir la révision de ce procès, on ne peut pas l'accepter. Une erreur judiciaire aussi fondamentale, avec un coupable qui est de la nature, aussi évident, aussi fondamental, si notre justice ne s'en saisit pas et ne revoit pas le procès. Ça va l'être. Il y a une demande qui a été faite. Donc non. Ils cherchent si les nouveaux indices peuvent être justifiables de réviser le procès. Ils ne veulent pas réviser le procès. Dysfonctionnement de la justice. Mais c'est pire que ça. Ouais. Je voudrais qu'on parle de la réforme des retraites avec vous, Samy Sfaxi. C'était votre coup de gueule. Oui, moi c'est le coup de gueule en fait sur le calendrier qui est choisi sur cette réforme structurelle. Alors moi je comprends bien que c'est la mère des réformes, que c'est la mère des batailles, que il y a 3 ans de retard d'Emmanuel Macron sur cette question-là, parce que je vous rappelle que c'était en 2019 déjà que à l'Assemblée on discutait de cette réforme, et je trouve qu'aujourd'hui, dans un pays aussi fracturé qu'est le nôtre, de brandir, en plus dans l'entourage, mais en laissant fuiter, j'ai couvert l'Élysée, je sais comment ça se passe, de brandir et de sous-entendre l'utilisation du 49.3, moi ça me met en colère. Ça me met en colère parce que il n'est pas obligé justement de passer en force. Il pourrait très bien discuter avec vous. Je pense que vous n'êtes pas contre aux Républicains. Vous adressez à Anne-Laure Blanc qui est députée. Voilà. Ou moi, président d'un mouvement patronal. Aux Républicains. Alors le MEDEF s'est pas trop exprimé sur la question. Le MEDEF, il pense la même chose que vous. Bon, en tout cas, voilà. Je pense que sur une réforme aussi importante que ça, déjà de parler de 49.3 alors même qu'on n'a même pas attaqué les débats parlementaires et qu'il n'y a pas encore de guérilla parlementaire, je trouve ça vraiment parce qu'on n'a pas de calendrier. Je vais vous répondre. Michel Taube. C'est pas tellement parce que il se trouve que hier j'ai un peu travaillé là-dessus, mais pour une autre raison. En fait, c'est pas tellement le problème du 49.3, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, une réforme aussi importante, qui a effectivement mis les Français dans la rue, et qui a été un des grands échecs de Macron dans son premier quinquennat, il veut la faire passer par un amendement à la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire... Non, pour pas du tout. Non, c'est pas du tout enterré. Et pour lequel il va y avoir un 49. Non, c'est pas du tout enterré. Justement, à l'Assemblée nationale, on m'a bien dit qu'à l'Élysée, ils y sont encore tout à fait déterminés, qu'ils ont un peu raconté des balivernes aux syndicats en début de semaine qui ont été reçus par Olivier Dussopt.
et que effectivement ils essayent à travers la discussion de la loi de finances de la sécurité sociale qui va commencer le 20 octobre, de voir le faire passer par ce biais-là. Alors même que le président de la République a créé le Conseil national de la refondation avec un volet santé qui commence le 3 octobre et qui est censé discuter des grands enjeux de fond de la santé et notamment du financement de la santé. Enfin, c'est du n'importe quoi. La retraite, ça fait partie des enjeux fondamentaux. Donc, renvoyons-le dans ce cas-là, ce CNR pseudo refondation. Mais on marche complètement sur la tête. Alors, le problème, et puis ensuite, il y a autre chose, c'est que on a mis 2 ans et qu'on est abouti à rien. Et en plus, il y a un côté, je trouve, honnêtement, suicidaire chez Emmanuel Macron. Je le dis vraiment. Il y a un côté suicidaire parce que on sent bien que sur ce point-là, s'il persévère, il va vraiment mettre les Français dans la rue. Je me demande C'est-à-dire que là, il ne ça veut va pas vraiment servir être la de goutte ça d'eau qui va faire déborder le vase. Pour à la limite donner sa démission. Vous êtes, je dis 2 choses. Je dis que Sophie, elle est persuadée qu'il n'ira pas au bout du mandat. Oui. Ah bon? Alors, Là, non mais même pas au bout de l'hiver. 2 choses. La première chose, il faut le savoir, tous les patrons sont pour l'allongement de la durée du travail et donc le retard. Tous les patrons. Et actuellement, avec ce que nous avons à gérer, c'est-à-dire manque de matières premières, difficulté de recruter, remboursement à faire, pénurie, récession. Si on nous met les Français dans la rue avec des grèves, c'est trop. C'est pas la priorité, quoi. Voilà. Alors, donc, voilà. Et la position du MEDEF, elle est celle-là. Cela dit, elle ne veut pas aller contre, parce qu'on a suffisamment demandé que l'âge de la retraite soit repoussé. Donc, c'est très difficile pour Geoffroy Roux de Bézieux de se Mais nous, à Éthique, on s'est exprimé là-dessus en disant, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être qu'il faut y aller un grand coup. Tant pis. On verra bien ce qui se passe après. Mais je pense qu'on ne peut pas supporter ça et personne ne peut le supporter. On va avoir des problèmes de chauffage, de tout, mais alors, etc. dans ce cas, regardez l'ensemble du programme parlementaire. Parce que là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que non, les retraites, c'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est le travail en France. Oui. Et les patrons devraient peut-être regarder un petit peu plus loin que les annonces gouvernementales. On ne vous écoute pas, mais il y a un texte extraordinaire. Alors, il y a un texte sur l'assurance chômage qui va être examiné, qui a commencé à être examiné, dans lequel on ne traite d'aucun sujet. C'est-à-dire que les périodes d'alternance entre les périodes d'activité et l'indemnisation du chômage de 6 mois, c'est la base. Mais le gouvernement, vous regarderez dans le texte, n'a absolument rien prévu pour aujourd'hui faciliter et créer une vraie différence entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Idem pour, et vous le dites aussi très bien, les difficultés de recrutement. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont contraints de recruter parfois en CDD et aujourd'hui, les CDD sont toujours très taxés, donc il n'est absolument rien prévu pour faciliter l'embauche sous CDD. Compter que les chefs d'entreprise demandent aux gens de se mettre à leur compte pour les recruter. Ils ne veulent plus prendre des salariés. Tout ça pour dire que la réforme des retraites, c'est un contre-feu du gouvernement. Effectivement, il a prévu. C'est pas un contre-feu. Un contre-feu dans le sens où il essaie d'attirer l'attention sur un sujet pour éviter d'autres sujets. Là où il y a un vrai contre-feu, en revanche, je vais vous regarder. En revanche, il a annoncé l'euthanasie. Voilà, on ne veut pas réformer les retraites. Il a annoncé l'euthanasie, il a pas dit ça. Non, c'est pas pareil. Ça illustre parfaitement en même temps la manière de Macron et de son gouvernement de gouverner, ou plus exactement de ne pas gouverner la France. C'est-à-dire qu'il n'a pas de cap. Il n'a pas d'ambition pour le pays. Il ne souhaite pas créer une unité nationale autour des projets de réforme fondamentaux. On a eu un texte sur le pouvoir d'achat. Les Républicains ont apporté leur pierre à l'édifice, ce qui fait qu'aujourd'hui, à la pompe à essence, on paye bien moins cher que ce qu'on a payé. Alors là, non mais c'est n'importe quoi. Donc l'apport des Républicains est factuel. Simplement, le gouvernement part dans tous les sens parce qu'il n'a pas de cap. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il va démissionner? Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas un gouvernement en ordre de marche pour le pays. C'est simplement. Là, pour le coup, il a un cap. La réforme des retraites, il en parle depuis 2017. Vous parlez du calendrier parlementaire. Je vais terminer. Depuis 2017, Emmanuel Macron, il ne pense qu'à ça. C'est la dernière phase du Rubik's Cube. Et donc, en fait, ce qu'il veut faire, lui, c'est absolument passer en force sur cette question-là et quelque part se précipiter pour qu'elle soit applicable dès l'été 2023. Sauf que quelque chose d'une envergure telle, en fait, on est obligé de passer par un débat parlementaire long. Parce que cette réforme des retraites, elle va rester. Mais quand vous évoquez le calendrier parlementaire, quand vous me dites que Emmanuel Macron n'a pas de cap, si il a un cap qui ne correspond pas au vôtre, mais il a un cap dans la mesure où il a ses grandes échéances. Je suis député, je suis bien moins au courant que vous du calendrier parlementaire.
Mais voilà. Donc il y a un projet de loi de finances, un projet de loi de finances de sécurité sociale. Effectivement, on lit ici ou là une volonté de passer par voie d'amendement, mais je n'ai absolument aujourd'hui aucune information en tant que député sur justement sa volonté de mise en place d'une réforme des retraites. Il évoque le Conseil, il a mis en place le Conseil national de la refondation, c'est la même chose. Il essaye de disloquer pour justement pour ne pas montrer qu'il est incapable d'avoir une politique pour le pays. Il donne un petit peu à tout le monde sans jamais rien faire pour le pays. Et c'est la raison pour laquelle la réforme de retraite n'a pas abouti. C'est pas la réforme. Non, il y a eu le Covid. Alors ça, c'est non, il n'y a pas eu le Covid. Il a renoncé bien avant le Covid. Si, regardez, il a bien renoncé avant le Covid. J'ai pas envie de passer pour un macroniste de base, d'abord que je ne suis pas, parce que voilà, je critique en tout cas ce calendrier qui me paraît absolument scandaleux. Mais vous savez très bien pourquoi est-ce que la réforme des retraites a été stoppée. Édouard Philippe monte au perchoir le samedi au mois de février. 2 semaines après, on est tous confinés. Il va pas mettre en place sa réforme des retraites alors que tout le monde est chez soi, y compris les députés. Est-ce qu'il faut la faire, cette réforme des retraites, Sophie de Menton? Est-ce qu'elle est incontournable, indispensable pour la suite? Elle est incontournable. D'abord, nous sommes le seul pays qui travaillons si peu. Enfin, si peu, oui, c'est on peut le dire. C'est le travail. Est-ce qu'on est, et en proportion, est-ce qu'on n'est pas le pays où il y a le plus de chômeurs seniors? Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Vous savez que plus l'âge de la retraite est élevé, c'est-à-dire plus vous partez tard à la retraite, plus on recrute des salariés tard et plus âgés. C'est systématique, c'est-à-dire que ça va avec. Donc, je pense que voilà, nous avons un énorme effort à faire, nous, entreprises, pour recruter des seniors. C'est évident. C'est vrai qu'ils coûtent plus cher. Et c'est vrai qu'ils sont beaux. Alors, il y a 2 problèmes. Ils coûtent plus cher et ils ne sont pas doués en informatique. Alors, je généralise, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont tout à fait compétents, mais ils n'ont pas du tout l'aisance. Moi, je vois, d'ailleurs, dans ma boîte, j'appelle immédiatement à 22 ans, ils font tout ce qu'on leur demande immédiatement à une vitesse folle. Et après 45 ans, ils touchent pas bien à l'informatique. Donc c'est 2 problèmes. Ça n'empêche qu'on vit beaucoup plus âgé. On peut pas. Je vois des gens en pleine forme qui s'arrêtent à 62 ans, qui ont 25 ans de leur vie à vivre d'une retraite. Mais c'est n'importe quoi. En plus psychologiquement, etc. Pour répondre quand même, Valérie, à votre question, on peut pas y répondre parce qu'il y a le rapport du corps. Vous savez, il y a un rapport qui vient d'être rendu sur l'état justement des retraites, des déficits, etc. Et étrangement, ce rapport qui est très long, qui est très complexe, il ne conclut à rien. Ça a beaucoup surpris. Il y a Bernard Cazeneuve qui revient un petit peu sur le devant de la scène, qui disait que étrangement, il s'attendait un petit peu à des préconisations. Eh ben non. Il se noie dans une complexité d'analyse. C'est politique de savoir. Et du coup, on est noyé. Et moi, j'aimerais quand même redire, parce que je trouve ça très grave de la part du président de la République, c'est que François Fillon, il a réussi à faire passer une réforme des retraites en son temps. François Hollande, il a réussi à en faire passer une puisqu'il a allongé la durée de cotisation pour les retraites lorsqu'il était président de la République. Et Emmanuel Macron, il n'a pas réussi. Merci Delvoye. Il est touché. Jean-Paul Delvoye, 2 ans. Non, mais il a travaillé 2 ans pour rien. Il a pas travaillé. Ils ont éludé. Voilà, donc il ne va pas maintenant au détour d'un amendement faire passer une réforme impossible. Non, mais en fait... Emmanuel Macron, il est démonétisé politiquement. On est déjà dans l'après-Macron qui se prépare. Oui, et je ne le vois pas porter une grande réforme comme celle des retraites dans l'état actuel des choses. Allez, on marque une petite pause, 9h48. Il ne va pas nous rester beaucoup de temps pour parler des vélos. À tout de suite. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Alors, je dois vous dire, ce matin, quand j'ai ouvert le journal, Le Parisien, j'ai re-regardé la une, j'ai regardé la date, je me suis dit non, on n'est pas le 1er avril. 250 millions pour booster le vélo. Elisabeth Borne présente ce mardi un plan d'envergure, donc que Le Parisien, bravo, révèle en avant-première afin de favoriser la pratique de la bicyclette. Urgence climatique ou signal politique? Je me suis dit, est-ce que c'est une priorité aujourd'hui de dépenser de l'argent? Parce que c'est même pas le sujet. Moi, ce qui m'a fait hérisser, j'ai ouvert Le Parisien comme vous, Valérie. J'ai eu un malaise sur la subvention. Oui, moi aussi, c'est ça. C'est les 250 millions. Alors, vous allez me dire qu'il manque des milliards à l'hôpital, il manque des milliards dans l'éducation nationale, que 250 millions, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même 250 millions. Je vous dirais qu'on donne de l'argent, et puis surtout que il n'y a pas de réflexion. Je fais du vélo. Alors d'abord, il y a le vélo dans les petites villes, dans les grandes villes. Il y a le vélo à la campagne. Donc le vélo, c'est pas le vélo en général. Ensuite de ça, je fais du vélo depuis 5 ans, et je ne fais que ça à Paris.
La façon dont on considère de booster le vélo, alors que je suis tombée il y a 4 jours à cause de la chaussée complètement défoncée, pas entretenue, avec les pistes cyclables qui sont trop étroites, mal faites, avec l'aberration totale de la voirie. Moi, je pense que le rôle de l'État, c'est de créer les conditions de la voirie et de la sécurité pour qu'on puisse bien faire du vélo. Je ne veux pas un centime pour subventionner les cyclistes. Je ne veux rien. Je veux juste que l'État occupe son rôle régalien. Il est supposé s'occuper de la voirie. Alors justement, ce sera pour aménager la voirie, mais avant le vélo, il faut peut-être penser au transport en commun. Quand vous voyez les files d'attente, files d'attente. En fait, quelque part, moi, je suis pour cette subvention du vélo. Mais il ne faut pas que cette subvention pour les cyclistes, en fait, elle soit au détriment des investissements structurels dans notre pays. Qui est contre aujourd'hui le fait d'aider, filer un chèque à quelqu'un pour moi je vous le dis, moi je suis contre les chèques. Pas de chèque, pas tous la politique du chèque. J'ai utilisé ce terme-là pour vous provoquer justement. Pas tous en même temps. Ça a bien marché. Mais tout le monde est pour les nouvelles mobilités, mais ça concerne qu'une très petite partie de la population. Je vous donne juste un exemple personnel. Il y a 2 jours, dimanche, je voulais aller voir. J'ai une partie de ma famille qui vit dans les Yvelines. Je voulais aller leur rendre visite pour aller déjeuner. C'est pas non plus quelque chose, c'est pas un luxe absolu. Moi, j'ai pas de voiture à Paris parce qu'à Paris, en fait, c'est impossible d'avoir une voiture. Eh bien, écoutez-moi bien. Il n'y a pas de train le dimanche pour aller là où je souhaitais aller dans les Yvelines, alors que toute la semaine, il y a des trains. Donc ça veut dire que si vous êtes un travailleur dans les Yvelines du côté d'Orgerus, eh bien le dimanche, vous pouvez même pas aller bosser. Bien sûr. Donc avant de parler de 250 millions pour le vélo, en soi, pourquoi pas? Eh bien déjà, qu'ils améliorent les transports pour l'Île-de-France. Vous dites urgence climatique. Non, la vraie urgence, elle est énergétique. Donc la réponse du gouvernement, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de cap. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont étranglées par l'augmentation des factures, mais aussi les particuliers, d'ailleurs. Et à côté de ça, on leur dit... Rassurez-vous, vous pourrez vous déplacer en vélo électrique, avec un coût d'augmentation de l'électricité au demeurant bien plus important qu'il y a quelques mois. Et vous serez rassurés. Mais aujourd'hui, et vous l'avez dit, vous habitez tous Paris, il me semble, mais à la campagne, on fait comment? C'est ça. On a développé la voiture électrique. Mais à la campagne, on fait comment? Il n'y a pas de borne de rechargement. Donc aujourd'hui, ce plan est un plan exclusivement urbain. On ne s'occupe pas du reste de la France et surtout, on ne solutionne pas les vrais problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas une question climatique, c'est une question énergétique. Donc plutôt que de développer les modes de déplacement alternatifs, de mettre en place des énergies renouvelables qui de toute manière auront une efficacité que si elles sont mises en place que dans quelques années. Déjà, occupons-nous de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Revenons sur la loi qui ferme les réacteurs nucléaires pour faire redémarrer nos centrales, pour aujourd'hui permettre d'avoir un coût d'énergie qui diminue pour les Français et les entreprises. Parce que moi, mais ça devrait. Parce qu'il y a un texte de loi sur la transition énergétique et on n'évoque absolument pas l'abrogation d'une loi qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc moi, ça me pose problème parce que une commission d'enquête très intéressante sur les centrales nucléaires. Sauf que, à mon avis, vous avez fait une commission d'enquête qui est mal ciblée. Vous demandez qui est responsable de la fermeture. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on peut rouvrir dans les 3 mois. Une commission d'enquête positive et intelligente serait de faire un point sur les centrales qu'on peut rouvrir. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on a demandé. On va parler, Michel, sur le vélo. Et il y a une autre chose dans cet article du Parisien, mieux former les écoliers. Alors les écoliers, on va leur apprendre la sexualité, on va leur apprendre à nager, on va leur apprendre à lire les panneaux. À côté d'ici, il y a une école privée où ils sont tous en uniforme, etc. Ils dévalent à toute allure avec les trottinettes sans se préoccuper ni des stops, ni des gens. Enfin, écoutez, moi c'est le rôle de l'école. Puisque vous tentez, mais vous avez raison. C'est pas, je sais pas si c'est le rôle de l'école. On ferait mieux de leur enseigner les premiers gestes secours et à respecter les valeurs de la République. On ferait mieux de leur apprendre à lire et écrire en premier. C'est surtout ça. D'abord, lire les panneaux, les fondamentaux d'abord. Et donc, ce que je veux dire, mais c'est le énième plan vélo. C'est chaque Premier ministre. Édouard Philippe en avait fait un aussi lorsqu'il était arrivé à Matignon. Enfin voilà, c'est toujours de bonne guerre. Moi, je pense qu'il y a aussi un manque de culture du vélo. Moi, je suis désolé, dans Paris, vous avez raison de le dire, c'est très parisien et je m'en excuse auprès des auditeurs qui ne sont pas forcément parisiens. Mais dans Paris, par exemple, il y a un
manque de respect, avec des je tiens à le dire. Il y a un manque de respect de la part de beaucoup de conducteurs de vélo. Je suis sûr que c'est pas le cas de Sophie, qui est une gentlewoman du vélo. Non, mais voilà, moi j'ai une enfant qui a 12 ans. Lorsque je la déplace en scooter et qu'on se gare, c'est devenu très dangereux. Et surtout, moi, le mien, il n'est pas électrique, je pédale, donc je vais doucement. Après, le vélo, c'est très agréable. J'ai rien contre le vélo. Et d'ailleurs, encore samedi matin, j'inaugurais une voie verte à vélo avec les élus d'une commune dans le Maine-et-Loire. Mais simplement, est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que c'est l'urgence? Je ne crois pas. 250 millions, et puis Sophie va être contente. Les entreprises vont prendre leur part dans le vélo de fonction. Oui, avant, il y avait la voiture de fonction. Ça faisait le rugby. Alors là, on peut après, il va être obligatoire. Il y a des chauffeurs de fonction sur le vélo aussi. Il faut. Ouais. Allez, donc c'est des biplaces en fait. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Dans un instant, c'est l'émission Média. On va parler nouvelles technologies et tous les pièges avec Jean-Jacques Latour qui va nous parler. Vous savez de ces SMS. Vous avez reçu un colis. Vous avez reçu votre carte vitale. C'est très, très, très dangereux si vous cliquez. Restez avec nous. À tout de suite.